suis Élise Cosson, donc j'ai rejoint, Anne Mical, en début d'année. J'ai rejoint l'équipe juridique donc en tant que juriste auprès de Clara Lemonnier et Justine Neff que vous connaissez, probablement, déjà et aujourd'hui, c'est moi qui vais donc, modérer cet atelier juridique, le troisième depuis le début de l'année. Merci beaucoup à tous, d'être présents pour ce troisième atelier juridique et fiscal qui va donc porter sur le parrainage, autrement dit le sponsoring et comme vous le savez peut-être, on a décidé pour ce format cette année de déléguer l'animation et la présentation des thèmes juridiques et fiscaux à des partenaires, donc experts dans, le domaine, en question de l'atelier et aujourd'hui, c'est Maëva Fromiga, avocate chez EY et aussi déléguée, régionale, d'Anne Mical qui va, présenter, ce sujet, qui suscite aussi beaucoup de questions. Donc, Maëva, je vais te laisser te présenter et puis, lancer, ta présentation, dès que tu as envie. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Maëva Fromiga, moi je suis donc avocate au sein du cabinet EY, je suis, spécialisée sur toutes les questions, mécénat, j'accompagne des structures juridiques, des associations, fondations, fonds de dotation dans leurs problématiques juridiques quotidiennes, mais également, des mécènes, qui souhaitent aussi créer leur propre véhicule, juridique. Bon, bah, je crois qu'on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Le thème, c'est voilà, distinction entre mécénat et parrainage, qui n'est pas toujours facile et pourtant qui peut avoir quand même des conséquences importantes, tant pour les donateurs que pour les organismes bénéficiaires. Alors, on va peut-être commencer par une définition du mécénat et du parrainage. Donc, le mécénat se définit comme un soutien matériel ou financier qui est apporté sans contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire à une œuvre ou une personne morale qui exerce des activités d'intérêt général. Donc le mécénat se distingue ou doit être distingué du parrainage, puisque le parrainage correspond, lui, vraiment à un soutien matériel apporté à une manifestation, une personne ou un produit, ou encore à une organisation, en vue d'en retirer un bénéfice direct. C'est vraiment cette notion de bénéfice direct qui permet de distinguer ces deux notions. Je vous ai fait un petit, schéma, un petit tableau, récapitulatif, qui permet de distinguer un peu mécénat et parrainage. On va reprendre chacun des points. Alors, le principal critère de distinction, à mon sens, c'est vraiment la notion d'intérêt général, puisque contrairement au parrainage, le mécénat a vraiment pour objectif, de soutenir un projet d'intérêt général et cette notion d'intérêt général est vraiment au cœur de la pratique, du mécénat, ce qui n'est pas forcément le cas, pour le parrainage. Alors les domaines qui sont considérés comme étant d'intérêt général, ils sont définis à l'article 238, bis du code général des impôts. Donc ce sont les œuvres ou organismes ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Donc on voit que c'est quand même assez large. Parmi les organismes, d'intérêt général, on retrouve bien entendu les fondations, les fonds de dotation, les associations, mais aussi les personnes publiques qui répondent aux critères d'intérêt général. Alors un petit point d'attention, c'est pas parce qu'on est un fonds de dotation ou une association qu'on est forcément, éligible au régime du mécénat. Donc c'est important, de faire un diagnostic d'éligibilité mécénat, soit en interne, moi ça j'en fais également pour des clients qui veulent s'assurer qu'ils sont bien des organismes d'intérêt général et qui peuvent donc bien délivrer des reçus fiscaux en toute, légalité. Mais on reprendra ce point après. Ensuite, l'autre critère, c'est évidemment la finalité de l'opération, puisque, le mécénat consiste vraiment à faire un don, en numéraire ou en nature à un organisme d'intérêt général, mais sans attendre, en retour de contrepartie équivalente. Donc c'est vraiment un acte de générosité. Alors que dans le cadre, de l'opération de parrainage, les dépenses qui sont engagées sont vraiment destinées à promouvoir l'image de marque de l'entreprise. Donc ce n'est pas un acte gratuit, il n'y a pas d'intention libérale de la part, du parrain. On voit bien que c'est une démarche commerciale hein, qui est calculée et raisonnée et sa retombée doit être quantifiable et proportionnée à l'investissement initial, contrairement au mécénat
où il doit y avoir une disproportion marquée entre le montant du don et la contrepartie. Donc, on va y venir. Alors, avant la loi de finances de 2000, les dépenses de mécénat se distinguaient plus facilement des dépenses de parrainage puisqu'elles ne devaient comporter aucune contrepartie directe ou indirecte pour le donateur. Depuis 2000, pardon, pas 2020, l'octroi de contrepartie est admise. Mais il faut qu'elle soit disproportionnée par rapport au montant du don. Donc, on voit que parfois, la frontière entre mécénat et parrainage est un peu ténue. Donc, il faut être vraiment vigilant pour ne pas risquer de devoir requalifier une opération de mécénat en opération de parrainage, puisqu'il peut y avoir, on va le voir tout à l'heure, quand même des conséquences importantes, tant pour le donateur que pour l'organisme bénéficiaire. Alors, sur les contreparties, l'administration fiscale a admis l'existence de contreparties. Alors, 2 types de contreparties, soit la remise de biens de faible valeur, l'octroi d'avantages financiers aux commerciaux, la mise à disposition de biens, de locaux, mais à condition que ces contreparties présentent une disproportion marquée avec le montant du versement. Alors évidemment, l'administration fiscale n'a pas fixé de règles quantifiées qui permettraient d'établir l'existence de cette disproportion marquée, mais elle a fourni des exemples pour illustrer cette notion. Ah, je crois qu'il y a des micros qui ne sont pas éteints. Donc, elle admet l'octroi de ce type de contrepartie à condition qu'elle demeure dans un rapport de 1 à 4 avec le montant du don, donc environ 25%. Et ensuite, il y a un plafond, puisque ces contreparties ne doivent pas dépasser dans tous les cas la limite forfaitaire de 73 000 €. Alors, autre type de contrepartie qui est admise par l'administration fiscale, c'est le fait d'associer le nom d'entreprise versante aux opérations qui sont réalisées par les organismes bénéficiaires. Donc ça, on le voit assez fréquemment et c'est souvent cette contrepartie qui peut poser problème et où il peut y avoir des confusions avec les opérations de parrainage. Donc, en effet, le fait d'associer le nom d'entreprise, c'est possible, mais il ne faut pas qu'il s'agisse d'une prestation publicitaire, puisque dans ce cas, ça relèverait des dispositions relatives au parrainage. Alors, comme je vous dis, c'est parfois un peu compliqué de distinguer mécénat et parrainage sur ce plan-là. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des exemples dans le BOFIP pour essayer de montrer un peu la différence entre ces deux notions. Alors, par exemple, une association sportive dont le caractère non lucratif n'est pas remis en cause, qui perçoit 100 000 € de la part d'une entreprise. Le nom de cette entreprise est inscrit sur un des panneaux du stade. L'administration fiscale considère que la contrepartie offerte par l'association ne peut pas être assimilée à une simple prestation publicitaire et dans ce cas, le don n'est que signé par l'entreprise et donc le dispositif du mécénat est applicable. En revanche, une association sportive amateur est qualifiée pour jouer un match lors d'une Coupe de France contre un club professionnel. La rencontre devient un événement médiatique. Pour profiter de l'événement, l'entreprise verse 250 000 € à l'association sportive. Et en contrepartie, on a des panneaux publicitaires à son nom qui sont installés dans l'axe des caméras de télévision. Là, l'administration fiscale considère qu'il ne peut pas s'agir d'un don seulement signé par l'entreprise, mais qu'il s'agit vraiment d'une opération publicitaire. Donc voilà, on voit vraiment, à partir du moment où c'est médiatisé, on voit que voilà, l'intention n'est pas la même. Un autre exemple, une association de lutte contre une maladie rare qui édite dans sa revue interne la synthèse de travaux de recherche sur le sujet. La revue est financée par des sommes reçues d'entreprises et en contrepartie, le nom des entreprises versantes est mentionné au dos de la revue. Donc là, l'administration fiscale considère que les sommes reçues peuvent bénéficier du dispositif en faveur du mécénat puisque les entreprises sont seulement citées. En revanche, si dans cette revue, on avait des pages entières de publicité avec le nom des entreprises, les produits ou les services qu'elles proposent, là, on considérerait qu'il s'agit vraiment d'une publicité, d'une prestation publicitaire et donc qui relèverait du parrainage et non du mécénat. Alors, il faut faire attention puisque les sanctions sont assez lourdes, tant pour le mécène, enfin le donateur, que pour l'organisme bénéficiaire, puisque pour le mécène, s'il existe des contreparties, dans ce cas-là, on a une perte totale de la réduction d'impôt. Pour l'organisme bénéficiaire, il y a une amende qui est prévue, qui est égale à 25% du montant du don, s'il n'existe pas donc de disproportion marquée entre le don et les contreparties. Voilà, donc les sanctions sont quand même assez importantes.
Donc sur les enjeux maintenant de la distinction entre mécénat et parrainage, alors je vous ai fait une distinction entre l'enjeu pour les entreprises et l'enjeu pour les organismes bénéficiaires. Alors, pour les entreprises, on va voir qu'il y a 2 régimes complètement différents s'agissant du mécénat ou du parrainage, puisque le mécénat bénéficie d'un régime de faveur qui est la réduction d'impôt pour les entreprises mécènes. Donc, pour les entreprises mécènes, dans le cas du mécénat, la réduction d'impôt va être égale à 60% du montant des sommes versées pour la fraction du don qui est inférieure ou égale à 2 millions et à 40% du montant pour la fraction qui est supérieure à 2 millions. Alors, il y a évidemment des plafonds, un plafond de 20 000 €, donc dans la limite de 20 000 €, sachant que là, il y a eu une évolution plutôt positive depuis 2020, puisqu'avant, c'était 10 000 €, ou 0,5% du chiffre d'affaires annuel hors taxe, lorsque ce dernier est plus élevé. Alors, quand même, en cas de dépassement du plafond, il est quand même possible de reporter l'excédent sur les 5 exercices suivants. Mais attention, les montants reportés ne peuvent pas s'ajouter aux dons effectués chaque année que dans la limite évidemment du plafond annuel. Une petite précision sur le droit à réduction qui est maintenu au taux de 60% pour certains dons. Donc on n'a pas cette limite de 60 et 40% au-delà de 2 millions. Ça concerne tous les versements qui sont faits au profit d'organismes qui exercent un certain nombre d'activités, comme la fourniture de repas à des personnes en difficulté, les actions pour favoriser le logement de personnes en difficulté, ou encore la fourniture de produits de première nécessité à des personnes en difficulté. Donc pour les versements réalisés au profit de ces organismes, le taux est maintenu à 60%, même au-delà d'un don de plus de 2 millions d'euros. Alors, s'agissant du parrainage, donc pour la personne, alors pas qui donne, mais qui verse, du coup, l'avantage n'est pas le même, mais ce sera une déductibilité du résultat imposable. Donc, on le rappelle, dans le cadre du parrainage, du coup, les dépenses qui sont engagées dans le cadre de ces opérations de parrainage sont destinées à promouvoir vraiment l'image de l'entreprise. C'est vraiment un objectif publicitaire. Donc, on va voir un petit peu ce que ces dépenses comprennent. Ça peut être donc des versements effectués au profit des organisateurs de manifestations qui sont parrainés par l'entreprise, associations, clubs, comités, mais également les charges et frais de toute nature qui sont supportés à l'occasion de ces manifestations. On peut citer par exemple les charges qui résultent de la mise à disposition de moyens, de locaux, de personnel. Et enfin, les rémunérations ou les remboursements de frais qui sont versés à des personnalités du monde sportif, culturel ou artistique qui participent directement aux manifestations soutenues. Alors, un petit point d'attention puisque les opérations de parrainage sont interdites si elles ont pour objet de faire de la publicité pour des produits des boissons alcooliques, tabac et produits pharmaceutiques. Alors, donc je vous le disais, les dépenses d'opérations de parrainage qui sont engagées par les entreprises sont déductibles de leurs résultats imposables, mais pour ça, il faut qu'elles remplissent un certain nombre de conditions. Alors déjà, les conditions générales de déductibilité des charges sont communes, donc correspondre à une charge effective et être appuyées par des justifications suffisantes. Qu'elles soient comptabilisées dans les charges d'exercice au cours duquel elles ont été engagées et ne pas être exclues des charges déductibles par une disposition expresse de la loi, comme les dépenses somptuaires. Alors je vais essayer de vous donner une illustration de l'intérêt direct des entreprises en vous donnant l'exemple d'une société de transport qui a participé financièrement à l'achat d'un véhicule qui est piloté par son dirigeant lors d'un rallye. Dans ce cas, donc c'est un arrêt de la cour d'appel de Douai. Le nom de la société était distinctement apposé sur le véhicule concerné. La presse et une radio locale ont commenté à plusieurs reprises la participation du véhicule au rallye. La société a organisé avec les fournisseurs et les clients différentes manifestations relatives à cet événement au cours desquelles le véhicule a été présenté. Donc dans ce cas-là, on voit bien l'intérêt direct et la charge a été jugée déductible car engagée dans l'intérêt de l'exploitation. Voilà. Sur les enjeux de la distinction pour les organismes bénéficiaires.
Donc, on va voir que le traitement des sommes qui sont reçues par les organismes bénéficiaires sera différent selon que les sommes relèvent du régime du mécénat ou du régime du parrainage. Donc, en matière de parrainage, les sommes qui sont versées aux bénéficiaires vont avoir le caractère de recettes commerciales, euh, mais puisqu'il s'agit finalement d'une prestation de service, on vend une prestation de publicité. Donc, s'il s'agit d'un organisme à but non lucratif, la franchise d'imposition pour les recettes accessoires pourra quand même s'appliquer. Donc, je rappelle, ce sont les recettes inférieures à 76 679 € en 2023. Et le parrainage, par ailleurs, entre potentiellement également dans le champ d'application de la TVA. Donc, on voit que ça a quand même des conséquences également pour l'organisme bénéficiaire. Alors qu'en matière de mécénat, si toutes les conditions relatives à la qualité du bénéficiaire sont remplies, donc ce que je vous le disais tout à l'heure sur le fait que le bénéficiaire puisse bien bénéficier du régime mécénat, répondre bien à tous les critères, gestion des intéressés, etc., et qu'il existe vraiment une réelle disproportion entre le montant du don et l'éventuelle contrepartie. Dans ce cas-là, les dons seront non imposables évidemment chez l'organisme sans but lucratif, puisqu'il s'agit vraiment d'un don. Et évidemment, le mécénat est totalement exclu du champ d'application matériel de la TVA. Alors, je vais en finir par les préconisations. Voilà, si j'avais des préconisations à formuler, ce serait déjà, alors ça ça s'adresse plutôt aux organismes bénéficiaires, ce serait vraiment voilà, réaliser un diagnostic d'éligibilité au mécénat pour vous assurer que vous remplissez bien tous les critères pour bénéficier du régime du mécénat. Déjà, ça permettra aussi de rassurer les mécènes et de délivrer des reçus fiscaux en toute tranquillité. Ensuite, voilà, l'important, c'est vraiment de discuter avec le mécène ou le parrain pour connaître ses intentions. Et aussi, éventuellement, de négocier en amont les éventuelles contreparties. Et ensuite, mon autre préconisation, c'est vraiment de rédiger une convention, que ce soit une convention de parrainage ou une convention de mécénat qui permettra vraiment de lister et de quantifier les contreparties et surtout de conserver voilà, tous les documents qui ont permis d'établir la valorisation des contreparties, les offres commerciales, les factures pour le calcul du prix de revient notamment. Voilà, j'en ai terminé. Bah, écoute, merci beaucoup. Je pense que ça a été intéressant pour tout le monde. Beaucoup d'informations techniques. Je pense qu'on va avoir des questions.